Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir. Ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, actuellement député de l'Essonne. Mais si vous êtes dans cette émission Stade Bleu, c'est pas du tout pour parler politique, c'est pour parler football. Alors d'abord, enfin, voilà. Donc j'ai cette première question à vous poser. Comment vous êtes tombé dans la grande bassine du football ? Par passion, à travers bien sûr le FC Barcelone, avec tous les étés, quand j'avais 10, 11, 12 ans, une participation, enfin une visite du stade du FC Barcelone pour le tournoi de l'été, pour le tournoi Joan Gamper, qui est le nom du fondateur du FC Barcelone. C'est ça. Mais vraiment et très sincèrement, comme mes parents n'avaient pas la télévision, c'est par la radio que je suis venu au foot, évidemment dans la cour d'école, évidemment au lycée Charlemagne pendant des années, dans la cour de récréation, comme tous les mercredis ou tous les jeudis en jouant au foot, mais c'est grâce à la radio et à une voix que je connais bien et qui est en face de moi. Je vibrais à travers la voix et le commentaire du foot. Voilà, mais c'est venu très tôt et cette passion du foot ne m'a jamais quitté. Et vous avez été passionné dès le départ ? Vous n'avez pas hésité entre d'autres sports, Non, le non. tennis, le basket, le volley, le rugby. Vous aimez les sports collectifs, ça je le sais. Non, j'aime le sport. Vous aimez tous les en sports. général, tous les sports. J'aime beaucoup le sport collectif, le rugby, bien évidemment, le hand qui s'est imposé comme un des sports les plus spectaculaires à la télévision. Mais le foot, non. Vraiment, tout de suite. Moi, je suis venu. Ma première Coupe du Monde, comme on dit, c'est 74. Hein, évidemment, L'Allemagne. l'Allemagne, donc la passion pour les Pays-Bas et l'équipe de Johan Cruyff et la tristesse de voir cette équipe perdre contre l'Allemagne en finale. Et je me rappelle très bien à la radio d'une première finale de Coupe d'Europe. Ça devait être Bayern Atlético de Madrid avec un match nul. Il y avait deux finales à ce moment-là. Et Bayern qui égalise d'un tir de 40 mètres et qui bat l'Atlético de Madrid 4-0 ou 5-0 le match d'après. Voilà, ces premières sensations, au-delà de la sensation d'un gamin qui touchait le ballon avec ses copains. Et c'est bien sûr le FC Barcelone de Johan Cruyff, parce que se mêlait en plus, on a dit qu'on ne parlait pas politique, mais se mêlait en plus et le sport et l'histoire politique. C'était au moment où Franco était en train de mourir et où le FC Barcelone retrouve un lustre, bat le Real Madrid, gagne un championnat, n'arrive pas à gagner la Coupe d'Europe, mais c'est une équipe exceptionnelle déjà à ce moment-là. Elle redevient exceptionnelle. Dans une autre vie, est-ce que vous auriez aimé être joueur de Barcelone ? Ah oui, bien sûr, mais j'ai toujours été un piètre joueur de foot, mais oui, bien sûr. Des posters ? Des panini. Déjà oui, c'était à ce moment-là. Hein, donc, au collège et au lycée, on faisait trafic légal d'images de foot. Poster, non, je pense que mes parents n'auraient pas permis que j'aie un poster de foot dans ma chambre. Mais les panini, oui. Mais vos parents, votre père aimait le foot ? Mais mon père aimait le foot, pas un passionné, mais aimait le foot. Il était allé très jeune voir le FC Barcelone. Donc non, mais je me suis construit ma propre relation au football tout seul, sans mes parents. C'était le maillot de Barcelone, c'était l'histoire de Barcelone, c'était qu'est-ce qui vous attirait dans ce club ? Oui, parce que moi je cherchais ma propre identité sans doute. Donc oui, c'est l'histoire du club, bien sûr. C'est l'histoire du club. Mais à 13-14 ans, 15-16, allez, je vais au Parc des Princes aussi. 6 francs. La tribune d'Auteuil ou de Boulogne, les premiers matchs, là j'ai un peu plus âgé, mais je suis dans une de ces tribunes pour la première finale gagnée par le Paris Saint-Germain, la finale de la Coupe de France où ils battent Saint-Étienne, où ils battent le Saint-Étienne de Michel Platini avec côté Paris Saint-Germain Dominique Rocheteau. Donc et Borelli qui embrasse la pelouse. Voilà, donc j'aime bien le Paris Saint-Germain aussi. Bon, donc le foot, c'est une passion. Quand je vous écoute parler, je suis scotché. Vous connaissez quasiment toutes les équipes,
vous connaissez notamment le Paris Saint-Germain, notamment le Barcelone, vous connaissez l'actualité du football. Et quand je dis c'est une passion, c'est plus qu'une passion. Oui, c'est une porte de sortie. Ça peut être une porte de sortie. Quand vous êtes Premier ministre de la France, vous êtes hyper occupé, vous avez beaucoup de responsabilités. Est-ce que je peux dire que le foot, de temps en temps, vous a permis de vous laver la tête ? Oui, c'est une passion, c'est une manière de me décaler par rapport à mes autres passions, que sont la politique, mais aussi la culture. C'est une manière d'être raccordé aux gens aussi, parce que le foot, c'est le seul grand sport populaire globalisé, mondialisé. Je me rappelle il y a quelques années, dans l'occasion d'un déplacement où j'étais en vacances en Afrique, ça m'avait frappé. C'était les premiers maillots. Le maillot de Michel Platini ou de Maradona était porté par des gamins dans ce continent. Aujourd'hui, c'est partout qu'on voit Messi, Ronaldo, sans doute Neymar. Mais à l'époque, le foot était en train de changer, de se globaliser, mais à travers quelques personnalités. Zidane après, bien évidemment. Donc, c'est un moyen de raccorder au monde, à ce sport populaire, de partager aussi une passion avec des personnes, quelles que soient leurs conditions. Alors justement, puisqu'on parle de souvenirs, puisqu'on parle de souvenirs, oui c'est vrai, concernant votre carrière entre guillemets footballistique, votre passion, il y a Barcelone, il y a le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous aimez dans l'entité Paris Saint-Germain ? Les résultats du passé, avec, vous l'avez dit, Dominique Rocheteau, Francis Borrelli, Joël Batz, je veux dire, c'est là où l'histoire a été écrite dès le départ. Oui, et il y avait une âme dans ce club, voilà. qui manque peut-être aujourd'hui. Puis il faut du temps. C'est différent. C'est différent. Et puis il faut beaucoup de temps. Je veux dire, quand on parle de Barcelone, de Madrid, des Milan, de la Juventus ou de Bayern, c'est des clubs qui ont des années et un palmarès extraordinaire. Et donc je suis convaincu que le Paris Saint-Germain... Le Paris Saint-Germain a été créé qu'en 1970. Hein. Absolument. Faut pas l'oublier. Donc c'est un très jeune club. Un très jeune club, mais à ce moment-là, notamment avec d'abord Daniel Echter, puis ensuite Borrelli, il y a des footballeurs. Moi, je dis souvent que le football d'aujourd'hui est sans aucun doute plus spectaculaire et même techniquement meilleur sans doute qu'il y a quelques années. Mais ce qui manque, c'est souvent les figures. Des footballeurs qui sont pas que des images ou dont la référence n'est pas seulement l'argent qu'ils gagnent. Des Battenet, des Jean-Michel Larquet, des Daleb, d'Éric Cantona, même s'il n'a pas joué au Paris Saint-Germain. Voilà, c'était des sacrées personnalités. Ça manque aussi. C'était des footballeurs hors normes, déjà au départ, et qui avaient une personnalité extraordinaire. Et qui intéresse aussi le politique que je suis. Une personnalité comme Michel Platini, bien sûr, c'est un leader. Mais on retrouve ça aussi chez Zidane dans ses qualités. Éric Cantona, qui est une grande gueule, je ne suis pas sûr qu'on partage les mêmes idées politiques, mais qui, pour Canal+, a réalisé des documentaires extraordinaires sur les rivalités de clubs en Turquie ou un autre en Argentine, sur la rivalité entre Boca Junior et River Plate. C'est une manière de regarder le football sur son influence politique, son rapport au quartier, à une ville, et évidemment son aspect populaire avant tout. Il y a une lecture politique du football, bien sûr. Parlez-moi, parce que moi ça m'intéresse, quels ont été les meilleurs joueurs de toute l'histoire de Barcelone ? Parce que Barcelone, c'est que vous le dites ou non, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, que vous aimez le Paris Saint-Germain, etc. Barcelone, c'est votre ADN. C'est le point de départ de tout. Oui, c'est une passion et comme tout supporter, il y a eu des moments où on a beaucoup souffert, où le Barcelone n'avait rien au palmarès. Il a fallu attendre d'ailleurs 1993 pour qu'il gagne la Ligue des Champions. C'est sa première Ligue des Champions, c'est pas avant 1993. Le Madrid avait commencé à la fin des années 50. 50-60. Oh, écoutez, je vais quand même. Bon, il y a Messi, bien sûr. Je vais t'en dire, il y a Messi, Cruyff et les autres. Oui, je pense qu'il y a Cruyff d'abord, parce que Cruyff sera celui
davantage comme entraîneur que comme footballeur, qui va inventer le jeu du FC Barcelone qui lui permet de tout gagner avec Guardiola, avec Messi, bien évidemment. Et donc, c'est Cruyff qui invente une partie du football moderne avec une personnalité incroyable qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui. Puis, il suffit Oui, mais Manuel Valls, c'est quoi l'esprit de Barcelone? Ben, c'est ça. C'est un jeu. D'abord, c'est une appartenance à un club, à une ville. À une région. À une région, bien évidemment, mais surtout à une ville. Aujourd'hui, c'est un club globalisé, avec des millions de supporters partout dans le monde. Et puis, c'est un jeu qui n'a pas toujours été léché et de très grande qualité, mais je pense que c'est Cruyff qui lui donne l'âme moderne. L'âme, elle existe, ancrée dans une région et dans une ville, mais qui lui donne ce football unique qui lui permet de gagner, qui est une référence. C'est Messi, bien évidemment, parce que c'est un joueur hors norme, extraordinaire, et avec toujours une envie de gagner, alors qu'il a pratiquement tout gagné, sauf la Coupe du Monde. Et puis parfois, il y a des joueurs comme ça, un peu des pistoleros, c'est Stoïkov, c'est aujourd'hui Suarez, voilà. Et puis il y a des grands joueurs catalans. C'est évidemment Xavi, Piqué, mais il y en a eu d'autres par le passé. Carlos Reixac, qui était Numéro 10. Qui était numéro 10, Merveilleux. un entraîneur adjoint dans une mauvaise époque pour gagner les choses, mais qui a joué un rôle aussi important. D'autres joueurs qui n'étaient pas forcément d'origine catalane, comme Asensi, qui était un milieu de terrain qui drainait beaucoup de balles, un peu comme Busquets, ces joueurs discrets, mais qui jouent un rôle essentiel. Et puis une merveille qui est Iniesta, qui est un joueur qui aurait dû avoir le ballon d'or avec une qualité extraordinaire. Voilà, bon, mais c'est vrai que cette équipe des années 2000, qui était l'ossature à la fois de l'équipe, enfin, de Barcelone, bien sûr, ces joueurs qui ont été l'ossature de Barcelone, mais aussi de l'équipe d'Espagne, en termes de qualité de football et d'envie. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est ces joueurs qui ont tout gagné et qui trouvent encore du plaisir à marquer des buts, à gagner, à conquérir des titres, alors que parfois on voit des joueurs de foot qui n'ont rien gagné, mais qui se comportent déjà comme des stars. Alors Manuel Valls, quand vous voyez par exemple Gérald Piqué, qui s'investit politiquement pour la Catalogne, etc., c'est aussi hyper impressionnant. C'est impressionnant. Quand vous voyez Guardiola de Manchester City qui s'en mêle, qui donne des interviews en disant qu'il souhaite l'indépendance de la Catalogne, etc., il y a quelque chose de très très particulier dans ce club et même dans le football, parce que c'est rare qu'un footballeur aille jusqu'au bout de son histoire. Oui, bien sûr, et en même temps, je ne suis pas d'accord avec eux, parce que j'ai souvent l'occasion de le dire à chaque fois que je vais à Barcelone. La force de Barcelone, c'est pas d'être un club catalan seulement, c'est d'être un club espagnol. Vous imaginez le championnat d'Espagne sans le match Real Madrid-Barcelone au moins 2 fois par saison, ça serait très triste. Non mais je voulais vous dire, c'est rare que des joueurs vont aussi loin dans l'engagement. Parce que ce sont des sacrées personnalités. Vous voyez Piqué, le rôle qu'il est en train d'avoir, par exemple, dans la transformation de la Coupe Davis de tennis. Davis. Et Guardiola est en train de montrer qu'il est un grand entraîneur avec les très bons résultats cette saison de Manchester City. Non, on peut être un très bon footballeur, un grand dirigeant, un très bon entraîneur. C'est rare, il y en a quelques-uns. Platini l'a démontré, joueur et dirigeant. Zidane est en train de le démontrer comme entraîneur. Et Guardiola a des qualités incroyables de leadership. C'est quand le sportif est en plus intelligent, meneur d'hommes, son parcours évidemment est tout à fait incroyable. Pas son parcours de sportif seulement, mais son parcours d'après, réussi. Quel regard vous avez, par exemple, sur le football actuel? Même si vous avez été un passionné de certaines périodes, on a tous un côté un peu ancien combattant, on se souvient de telle équipe, on se souvient de tel joueur. Quel regard vous regardez sur le football de maintenant? Non, moi je suis pas nostalgique. Non, c'est des bons souvenirs, voilà. On a de bons souvenirs. Je trouve par exemple que la Ligue des Champions donne une qualité de foot tout à fait unique, extraordinaire. D'ailleurs, parfois au détriment des championnats nationaux où il n'y a que
2-3 équipes qui sont capables de gagner les titres. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Metz, Montpellier, Bordeaux, Auxerre pourraient gagner un titre vu la qualité d'un certain nombre d'équipes. Je suis plus sévère sur le football au plan local, les valeurs qu'il porte. Je pense qu'il faut faire très attention à l'exemplarité que le football peut donner, la masse d'argent qu'il draine. Provoque évidemment des envies de la part des familles, des gamins, des clubs au niveau local. Je pense que le football amateur, celui que vous aimez, Jacques Vendroux, le football de masse, le plaisir de jouer le dimanche, ça, il faut le garder. Or, parfois dans les comportements, on voit bien. Moi, comme maire d'Évry, j'ai essayé de garder ça. Je suis supporter aussi du Football Club Évry, le club de football d'Évry, qui était une fusion de 2 clubs. Et c'est très important parce que le rôle d'éducation, le rôle des éducateurs, pour les gamins de nos quartiers, il est tout à fait essentiel. Pour leur expliquer que tout gamin ne va pas devenir un Neymar ou un Messi gagnant des millions et des millions d'euros ou de dollars. Que le sport, c'est aussi le moyen de s'accomplir et de porter des valeurs de fraternité et de respect. Il y a quand même une question que je voudrais vous poser. Vous avez déjà fait une magnifique carrière politique, très engagée. Vous avez été ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas rien. Vous avez été Premier ministre de la France, ce qui n'est pas rien non plus. Vous êtes maintenant député de l'Essonne. Est-ce que la carrière politique que vous avez faite, on peut la comparer est-ce que le sport vous a aidé ? Parce que tout le monde sait que vous avez un côté compétiteur. Tout le monde sait que vous lâchez rien. Tout le monde sait que, je veux dire, quand vous avez décidé quelque chose, rarement vous êtes revenu en arrière. Est-ce que le sport, je veux dire, quelque part, vous a un peu influencé ? Le fait de gagner. Oui, l'aspect compétiteur Voilà. et aussi d'ailleurs physiquement de se maintenir à un bon niveau. Moi, je fais du sport 3 fois par semaine, de la boxe, je m'entretiens. Oui, parce que je pense qu'il faut bien s'entretenir, il faut respecter son corps, il faut qu'il vous aide à surmonter les épreuves. Il y a un côté remise en cause permanent. Hein, je veux dire, on peut gagner un championnat, mais le titre est tout de suite remis en cause l'année suivante. C'est un peu vrai pour les politiques, élection après élection. La grande différence, quand même, c'est que les sportifs, ils sont aimés, quoi. Ils restent dans la mémoire, ils sont aimés, ils sont applaudis. C'est plus difficile, quand même, pour les politiques. Oui, mais enfin, quand les gens parlent de vous, ils disent d'accord, ok, il a été Premier ministre, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec lui, ok, sauf qu'il aime le foot. Oui, vous savez ça. Oui. Vous l'avez ressenti. Non, mais il y a beaucoup de responsables politiques qui adorent le foot. Vous le savez bien, parler avec Nicolas Sarkozy ou avec François Hollande, je l'ai fait évidemment souvent avec ce dernier. Ce sont aussi des grands connaisseurs du foot. Et surtout, ça n'est pas. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que c'est pas fin. C'est-à-dire, on ne fait pas ça pour faire l'intéressant ou pour montrer, tiens, on s'intéresse au foot. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Mais nous, on adore le foot parce que c'est une école de la vie, parce que c'est une passion, parce qu'on ne veut pas rater un match de foot, parce que dans un agenda, parfois, on impose à nos collaborateurs Alors justement, cette soirée parce qu'une Ligue de Champions, une finale de la Coupe de France, une Coupe du Monde, ça ne se rate pas. Il vous est arrivé, quand vous étiez à Matignon, par exemple, ou même à Place Beauvau, en tant que ministre de l'Intérieur, de décaler une réunion ou de reporter une réunion parce qu'il y a prescription maintenant, parce qu'il y avait un match de football très important. Ah bah oui, moi j'ai sur mon agenda. Vous assumez. Sur mon agenda, hier comme aujourd'hui, je veux pas rater un match de foot ou aller sur un stade ou tout simplement être tranquillement devant ma télévision. Ah non, ça c'est plus important que le reste. Alors expliquez-moi la différence qu'il y a entre Barcelone et le Real Madrid qui va jouer mardi contre le Paris Saint-Germain. Madrid, c'est le club du roi, c'est le club, je veux dire, un peu chicos, c'est quoi ? Non, oui, c'était le club du régime, oui, pendant des années. Et encore maintenant du roi. Non, moi, aujourd'hui, vous trouvez d'ailleurs vous avez même des chefs de gouvernement espagnols, je pense à Zapatero, qui étaient supporters assumés du FC Barcelone. C'était pas évident. Mais cette rivalité. Il faut reconnaître que le Real Madrid est une équipe exceptionnelle et a eu des joueurs de très grande qualité. Mais cette rivalité, c'est une manière de faire avancer les choses. Quand les matchs, là, on vient d'en connaître entre Paris Saint-Germain et Marseille, on aurait presque envie que ça soit encore plus équilibré. Parce qu'on a besoin qu'un pays avance par une belle compétition. C'est une émulation pour être meilleur et pour tirer vers
vers le haut. Et cette compétition, évidemment, ces matchs entre Barcelone et Madrid, il y a quelques mois, j'ai assisté à la victoire de Barcelone à Madrid. Voilà, bon, c'est les matchs incroyables. Parfois, c'est mieux de gagner un derby ou un classico que de gagner le championnat. Hein. Vous serez au parc mardi soir? J'attends mes places. Merci Emmanuel Valls d'avoir été l'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir.